Hello et bienvenue dans The Big Shift. Je prends une seconde pour vous expliquer le contexte de cet épisode. Je ne l'ai pas enregistré chez moi, celui-là. J'étais à l'Académie du Climat, dans le 4e arrondissement de Paris, il y a une semaine. En fait, c'est une conférence que j'ai enregistrée et j'avais pas un, pas deux, mais 3 intervenants que vous allez découvrir. On avait la chance d'avoir un public top. À la fin, ils posent des questions, donc soyez pas trop perdus sur les voix de chacun. Vous allez voir, on s'y fait bien. On a enlevé la résonance des micros de conférence parce que c'était une grande salle. J'espère que la qualité audio sera bonne. A priori, ça devrait pas trop vous déranger. Mais il y avait du public. Merci à l'association Ambition Transition et surtout Owen et Elodie qui m'ont permis d'animer cette conférence dans le cadre de The Big Shift. Je suis arrivé et je me suis littéralement posé les pieds sous la table. C'était nickel. Juliette, Lou et Valentin sont vraiment des super intervenants. Vous allez apprendre et être surpris aujourd'hui, je vous le promets. Et si vous avez une seconde, merci de noter le podcast et de vous abonner. Ça m'aide énormément. Et maintenant, bonne écoute. Eh bien, bienvenue à vous trois pour cette super conférence sur le greenwashing qui peut-être ne servira à rien. Parce que j'ai regardé juste avant le début de cette conférence, il y a moins de 6% des Français qui se laisseraient convaincre par les allégations trompeuses des grandes entreprises. Donc, ce serait du greenwashing. Mais du coup, s'il n'y a que 6%, pourquoi est-ce que les entreprises le font? Et pourquoi est-ce qu'on en parle autant? Et pourquoi est-ce que c'est aussi important? Donc, ça, c'est la première chose que je ne comprends pas. Et la deuxième, c'est pourquoi est-ce que c'est encore possible pour des grandes entreprises de procéder à ce greenwashing? Pour qu'on comprenne un petit peu, est-ce qu'un de vous peut... déjà, j'aimerais d'abord que vous vous présentiez, chacun, assez succinctement, parce qu'on a beaucoup de choses à dire. Et on repartira sur la définition du greenwashing juste après. Bonjour, je m'appelle Juliette Nouel. J'ai longtemps été journaliste. Aujourd'hui, je suis essentiellement animatrice d'ateliers pour faire sur la sensibilisation au changement climatique et quasiment exclusivement d'un atelier sur l'adaptation au changement climatique que j'ai créé. Quant à moi, je m'appelle Lou Espargilière, je suis cofondateur et rédacteur en chef de Vert, un média qui raconte toute l'actualité de l'écologie dans une newsletter quotidienne. Et j'espère que j'ai pas été invité parce que mon média s'appelle Vert. Mais voilà, j'espère que j'ai des trucs à dire aussi sur le greenwashing qui sont intéressants. À partir du moment où c'est cohérent, ça va. Et bonjour, Valentin Martini. Alors moi, je suis un ancien élève d'école de commerce. Donc j'ai subi une déformation professionnelle gravissime. Mais à un moment donné, j'ai vu la lumière et donc ça fait un peu plus d'1 an que j'essaye de me battre contre les mensonges verdâtres et autres billevesées. Je crois que c'est une traduction correcte de bullshit. Du greenwashing à travers notamment une page sur LinkedIn qui s'appelle Alert Greenwashing. Voilà. Okay, tu dis que ça fait tout juste 1 an. Ça a été une claque ou ça a été un déclic progressif? Ça a été progressif. C'est peut-être lié aussi au fait que je commençais à animer des fresques du climat et puis à donner un cours de sustainability dans mon ancienne école de commerce. Et on sort de ces ateliers où on parle à une trentaine de personnes dans l'espace de 2 ou 3 heures. Et dans cet espace, eh bien, il y a des millions de messages qui sont matraqués par la radio, par la télé, en affichage extérieur, intérieur, etc., qui vont raconter absolument n'importe quoi. Et donc, on a vraiment la sensation que c'est David contre Goliath et qu'il y a une injustice, premièrement, et puis dans les moyens qui sont donnés d'un côté et de l'autre. Et puis, la fureur, voilà. On devient un petit peu éco-furieux, quoi. Voilà. Est-ce que l'un de vous peut me donner une définition de ce qu'il pense représenter le mieux le greenwashing? Et est-ce que, Valentin, tu peux passer le micro que tu monopolises, puisque tu en as sur les genoux? Tu veux donner une définition de greenwashing? Moi, je dirais que c'est avant tout, même si on peut parler parler de greenwashing à plusieurs niveaux, on y reviendra, c'est une technique de marketing pour faire passer pour bon pour la planète et pour l'environnement quelque chose qui ne l'est soit pas du tout, soit que partiellement. Voilà. Et donc, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, chers collègues? Ouais, alors en fait, ça veut soit essayer de faire croire qu'un produit est plus vertueux qu'il ne l'est, soit, alors il y a 1 milliard de techniques, hein, ça peut être essayer d'attirer l'attention sur une partie de son activité qui est propre alors que tout le reste est sale.
genre s'appelait Total Energy alors qu'on est un groupe pétrolier essentiellement. Je vais beaucoup parler de Total Energy aujourd'hui, je suis désolé si c'est pas votre marque préférée, mais ça peut être... Non mais ça c'est déjà un énorme truc. Par exemple, Total Energy fait toute sa communication sur les énergies renouvelables alors que c'est une part infime de ses activités aujourd'hui. Ça c'est vraiment une forme de greenwashing. Il y a plein de choses jouées sur le sens des mots. Par exemple, vous avez sûrement vu la publicité dans le métro flexitarien, naturellement flexitarien. Vous êtes engagé parce que vous êtes flexitarien. Donc ça, c'est une pub du lobby de la viande qui s'appelle Interbev et qui tord le sens du mot flexitarien, qui initialement désigne des gens qui ont envie de manger moins de viande et qui sont pas encore tout à fait végétariens, et en fait un synonyme de bon vivant qui aime bien manger des gros morceaux de bidoche avec ses potes. Et donc c'est exactement ça, c'est tordre le sens des mots. Il y a beaucoup d'autres mots, je sais pas si je m'étends beaucoup là-dessus, mais notamment sur la neutralité carbone, sur tout un tas de choses. On va revenir, je pense, sur les techniques un peu. Et plus généralement, c'est une phrase de Laurence Tubiana, qui est une des architectes de l'accord de Paris, qui dit que le greenwashing, c'est le nouveau déni climatique. En fait, c'est une nouvelle forme plus ou moins subtile de climato-scepticisme ou de déni climatique, parce qu'en fait, ça vise à créer un récit parallèle sur des activités économiques, mais aussi politiques, on en parlera peut-être tout à l'heure, et donc de faire croire que finalement, on n'a pas besoin de changer sur le fond nos pratiques, que la technologie s'en chargera, et finalement, on peut se contenter d'ajustements à la marge. Et ça, c'est extrêmement grave parce que le greenwashing laisse croire qu'il n'y a pas besoin de changer tout de suite. Or, c'est exactement ça qui est écrit de 1000 manières dans les derniers rapports du GIEC. Et c'est exactement l'inverse que renseignent les entreprises avec leur greenwashing. Est-ce que c'est ce qui se rapproche du climato-rassurisme, du coup ? Ouais, alors il y a plein de nuances. Ça va avec le technosolutionnisme. C'est l'idée que, voilà, en gros, on va s'en sortir avec des voitures qui sont toutes vertes ou électriques ou machin, alors qu'en fait, il faut interroger la place de la voiture. On s'en sort pas dans le futur en remplaçant toutes les voitures thermiques par des voitures électriques. Certes, on va réduire une bonne grosse partie de nos émissions de CO2, mais on va garder tout un paquet de problèmes et ça va en générer de nouveaux, quoi. Donc oui, c'est une forme de climato-rassurisme dans le sens où, en fait, ça va bien se passer. Rassurez-vous, parce que la technologie va nous sauver, parce que les entreprises vont faire leur mieux ou elles ont déjà commencé à le faire. Si je peux juste ajouter une définition légale pour qu'on se mette tous d'accord, en fait, depuis août 2021, en France, on a une définition du greenwashing, en tout cas en ce qui concerne l'aspect marketing. Donc, dans le Code de la consommation, un article qui existait déjà sur les pratiques commerciales trompeuses, on a ajouté deux petits alinéas sur l'impact environnemental des produits et des services, mais également sur la portée des actions d'un annonceur, notamment en matière environnementale. Donc, la définition qui est donnée par cet article du Code de la consommation du greenwashing en tant que pratique commerciale trompeuse ou allégation environnementale trompeuse, c'est des présentations ou des allégations fausses ou de nature à induire en erreur sur l'impact environnemental d'un produit, d'un service, ou sur la portée des actions d'un annonceur, notamment en matière environnementale. Donc là, déjà, on a une définition qui est beaucoup plus claire, et j'ajoute pour les greenwashers qu'il y a des sanctions qui vont avec ça. Donc les pratiques commerciales trompeuses, telles que définies dans cet article-là, ça peut aller jusqu'à 2 ans de prison et 300 000 € d'amende, si ma mémoire est bonne. Donc il y a déjà un outil juridictionnel qui existe et dont on devrait se saisir plus. Alors c'est très récent, puisque comme je vous disais, c'est la loi climat et résilience qui a introduit ça dans le Code de la consommation en août 2021. Mais il faut s'en saisir de cet instrument-là. Et pourquoi on s'en est pas saisi beaucoup? Parce que c'est récent et parce qu'il faut que ce soit une association de défense des consommateurs ou de défense de l'environnement qui aille en justice, une asso qui a au moins 5 ans d'existence, une certaine légitimité dans le domaine. Voilà. Juliette, j'ai senti que tu avais un peu tiqué sur ma remarque tout à l'heure sur le climato-rassurisme. Oui, mais enfin, je pense que ça nous éloigne un petit peu du débat de base, hein, parce que le greenwashing, c'est vraiment avoir une étiquette verte sur un produit et dire qu'il est fait avec des produits naturels, alors qu'en fait, il n'y a que 2% de produits, que c'est une crème. Alors, justement, j'ai les exemples là. Un t-shirt fabriqué à partir de bouteilles en plastique recyclées, alors que c'est juste 5% du t-shirt. Une livraison compensée en CO2, un emballage composé à 30% de plastique recyclé. Le greenwashing, c'est vraiment, à la base, c'est très basique.
enfin la définition d'origine. Et c'est bien de repartir de ça et du côté trompeur pour le consommateur lambda qu'on est tous finalement. Et voilà, je voulais juste te dire ça. Et après, effectivement, à d'autres échelles, il y a du greenwashing de l'État, des grandes entreprises dans le reporting extra-financier, mais on pourra peut-être en parler après. Juste régler ça qui est voilà. Et tu demandais dans quel domaine. Bon, moi, après vous pourrez compléter, mais là où je le vois le plus, c'est dans les produits ménagers, dans les produits cosmétiques, dans l'habillement, et puis en général dans la mobilité, essentiellement sur les 4x4, sur les SUV, pardon, et puis et aussi dans l'aviation. Est-ce que vous... Globalement, dans les secteurs les plus polluants, aujourd'hui, les transports, donc c'est le premier poste d'émission en France. Les SUV, c'est aujourd'hui le deuxième facteur d'accélération de la crise climatique sur Terre. Donc la mode on achète tous une énorme voiture qui est en fait même pas un 4x4, justement, c'est un faux 4x4. C'est un des principaux moteurs de la crise climatique aujourd'hui. Or, on a de plus en plus de constructeurs automobiles qui ont envie de faire des véhicules de plus en plus gros parce qu'ils peuvent les vendre de plus en plus cher, mais ils ont un impact de plus en plus néfaste sur le climat. Et donc, ils vont nous faire croire qu'on peut faire des SUV hybrides, des SUV électriques et que ça va régler le problème. En fait, un SUV électrique, et alors, il y a un truc qui existe, et c'est vrai, ça s'appelle un Hummer électrique. Ma photo de bannière sur Twitter, c'est Joe Biden dans ce Hummer électrique parce que ça me fascine complètement. C'est quoi le délire d'un Hummer électrique ? Un Hummer électrique, c'est 4 tonnes. Le truc pèse 4 tonnes, c'est-à-dire le poids de, on va dire, 5 Twingo. Donc la batterie d'un Hummer électrique, c'est le poids d'une voiture, c'est 1,2 tonnes. Et en plus, aux États-Unis, l'électricité est vachement produite à base de charbon. Donc en fait, on a un truc qui fait 3 fois le poids d'un véhicule normal, qui roule au charbon, et donc c'est l'antithèse d'un véhicule écologique. Et donc on arrive à des aberrations, genre un SUV électrique, qui est en fait plus grave que une toute petite voiture. Alors, bon, en fait, entre les gros SUV, les gros SUV électriques et les petites voitures thermiques, c'est quasiment le même bilan écologique en fait. Ce qu'il faut, c'est des petites voitures électriques. Donc voilà, si on fait grossir des voitures, mais qu'elles sont plus vertueuses, au total, elles ne le sont pas vraiment, quoi. Donc c'est ce genre de secteurs qui ont besoin de faire croire et de créer qui créent des récits en fait encore plus dissonants. Et c'est pareil avec les avions qui sont compensés en CO2. Aujourd'hui, alors c'est pas aujourd'hui, mais il y a un rapport du Shift Project et du collectif Supaéro Décarbo qui a essayé de voir comment on pouvait faire pour décarboner le secteur de l'aviation. Aujourd'hui, le secteur de l'aviation, c'est un des secteurs qui émet le plus de CO2, c'est 6% des émissions mondiales, et c'est une poignée d'êtres humains qui le prennent. Donc à l'échelle individuelle, c'est énorme. Et donc, ce qu'ils veulent faire, c'est de dire on va compenser nos vols, on va planter des arbres. Mais il n'y a pas du tout assez de place sur Terre pour compenser tous les vols en plantant des arbres. Donc ça, c'est déjà le premier truc, c'est une aberration. Ensuite, il faut que les arbres ils aient le temps de pousser, qu'ils séquestrent le CO2. Bon, c'est une deuxième aberration. 3, s'il y a la crise climatique, que les forêts crament, on a perdu tout ce CO2-là. Et donc, les compagnies aériennes jouent d'ingéniosité pour essayer de faire croire qu'on peut prendre toujours autant d'avions sans en fait, réduire le trafic aérien, qui est en fait la seule manière à court terme de réduire les émissions de l'aviation. Donc voilà, donc ils sont prêts à tout pour se sauver, y compris à tendre le réel le plus fort possible, quoi. Alors, il y a deux grands types de greenwashing. Donc, il y a le greenwashing d'allégation qui est donc la parole qu'on va mettre qui sera potentiellement mensongère ou un peu trompeuse ou pas suffisante. Et il y a le greenwashing d'exécution qui est un peu plus insidieux, un peu plus pervers, qui va être par exemple sur une pub pour une Skoda, ça va être de la mettre dans la jungle ou de mettre des petits bruits d'oiseaux derrière. Et donc, c'est beaucoup plus insidieux. Oui. Est-ce que vous avez d'autres thèmes, d'autres façons de faire du greenwashing qui sont... je sais pas, on a parlé pas mal de la partie un peu visuelle, descriptive, on a parlé un petit peu des promesses mensongères. Est-ce que vous en voyez d'autres ? Ouais, alors évidemment, ça c'est le niveau 1 du greenwashing. C'est vraiment verdir, mettre des feuilles, des éléments naturels, et puis après des éléments de langage aussi, c'est propre, c'est éco-responsable, etc. Bon, ça je dirais que c'est un petit peu le niveau basique. Et les gens, je pense, sont un peu de plus en plus méfiants, même si les marketeurs en général ont quand même profité des progrès des neurosciences et utilisent ça à foison parce que c'est leur métier. Dans les techniques un petit peu plus pernicieuses, je dirais qu'il y a le sponsoring. Le sponsoring, alors parfois ça donne des choses détonnantes, mais peut-être pour des Français assez éduqués, on va dire, en matière d'impact socio-environnementaux. Donc ça donne par exemple la COP27, dont le fournisseur officiel est Coca.
Voilà, donc on associe Coca, premier pollueur plastique mondial, à la COP27. Donc ça, ouvrez du bonheur, quoi. Je veux dire, ouvrez Coca-Cola. Il y a quoi ? Il y a aussi les fondations. Il y a Total Energy qui fait des jolies pubs depuis un bon moment sur sa fondation pour la jeunesse. Et donc, on a une pub Total Energy partout en France. La fondation Total Energy pour la jeunesse, œuvre pour la jeunesse. Bon, moi, ce qui me semble, c'est que Total continue à explorer, à ouvrir des nouvelles exploitations fossiles, à passer du pétrole au gaz, donc à rester dans le fossile, à faire du GNL bas carbone, et donc à plomber nos chances de conserver une planète habitable. C'est pas exactement ce que j'appelle un geste quotidien pour la jeunesse. Voilà. Oui, d'ailleurs, je rebondis parce qu'ils avaient même fait une fois une pub, la fondation, où ils disaient qu'ils sponsorisaient 2 jeunes sur un bateau à voile, et c'était des scientifiques, et l'objectif de l'expédition, c'était d'aller voir comment l'Arctique fondait. Voilà. Donc, c'était quand même extraordinaire. Et à un moment donné, comme souvent, on se dit, mais comment c'est possible qu'il n'y ait pas un moment quelqu'un qui dise, mais stop, c'est absurde, vous ne pouvez pas faire ça, non, voilà. Moi, je veux bien enchaîner sur les autres formes de greenwashing. Avec plaisir. Voilà. Parce que j'ai fait une petite liste. Alors, il y a green shifting. Donc, le green shifting, c'est en fait responsabiliser le consommateur et lui dire que, voilà, la grande marque, elle dit, c'est plutôt à vous de recycler, c'est plutôt à vous de ramasser les bouteilles, c'est plutôt à vous de réduire votre consommation de notre produit hyper polluant. Le green lighting, donc on en a pas mal parlé, c'est juste mettre la lumière sur un produit, certes, entre guillemets, vert, dans toute une gamme de produits où tout le reste ne l'est pas du tout. Hein. Le green crowding, donc ça, excusez-moi pour l'accent, donc c'est se cacher dans la foule. Donc on va faire partie d'une alliance pour des investissements plus verts ou pour recycler le plastique et tout ça. Mais en fait, on fait rien, mais on dit juste « Hey, je fais partie de l'alliance ». Voilà. Le green hushing, donc là, c'est au contraire, c'est se cacher et pour pas prêter le flanc à la critique. C'est bientôt fini. Alors, le green rising, c'est entretenir la confusion, changer tout le temps d'objectif. Et donc, on est complètement perdu si on veut voir si la marque remplit ses objectifs parce qu'elle n'arrête pas de les changer. Et enfin, alors ça, c'est intéressant, le green labeling, c'est-à-dire créer un label exprès pour faire croire qu'on est. Et d'ailleurs, la Commission européenne vient de sortir toute une série de mesures, là, il y a un mois, contre les allégations vertes douteuses. Maintenant, il faudra les prouver scientifiquement, que ce qu'on dit est vrai. Et surtout sur le foisonnement des labels, puisque la Commission a compté, je crois, 250 labels qui se disent verts, mais qui sont autoproclamés verts. Donc, évidemment, ça a fait une confusion énorme dans la tête des consommateurs. Et maintenant, à partir de maintenant, on ne pourra plus dire « voilà mon label vert ». Il faudra que ça passe par la Commission et qu'elle dise « OK » ou pas. Ouais, les labels, c'est hyper intéressant. Parfois, ils sont faits avec l'aide du gouvernement, le label haute valeur environnementale, qui est... alors, je sais pas si vous avez entendu parler de ce label, on le voit de plus en plus sur un paquet de produits. En fait, c'est un label qui a été créé à la demande Vie Agricole et promu par le gouvernement. Donc, c'est un label qui est beaucoup moins contraignant que le label agriculture biologique, qui permet d'utiliser encore beaucoup de pesticides et en fait, qui permet aussi de recevoir des financements verts au titre de la politique agricole commune. Et donc, en gros, l'État a introduit avec ce label une manière de financer l'agriculture industrielle au titre de ses efforts pour l'environnement, sans lui faire respecter un cahier des charges qui est réellement contraignant comme celui de l'agriculture biologique. Donc ça, là, on se rend compte que c'est pas toujours les entreprises, mais que parfois c'est aussi le fait, évidemment, des pouvoirs publics. Et juste pour revenir sur Total, parce que, alors, Total, c'est vraiment une masterclass de greenwashing. Ils ont vraiment, si vous regardez ce que Total fait au quotidien, vous allez voir vraiment toutes les manières de faire du greenwashing. C'est assez spectaculaire. Tu parlais du fait qu'avec leur fondation, ils aident les jeunes. Ils font aussi ce qu'on appelle du art washing. C'est-à-dire qu'ils financent, par exemple, beaucoup le Louvre. Et donc, ils se donnent une image de promoteur de l'art, de la connaissance. Il y a un paquet d'autres manières de faire qui sont hyper intéressantes. Ils ont aussi, ce que font beaucoup d'entreprises, ils disent on sera neutre en carbone dans le futur.
Alors, c'est être neutre en carbone. Tout le monde est neutre en carbone en 2050. Total, l'Arabie Saoudite, la Chine, les producteurs de pétrole, parce que ça mange pas de pain en fait. Sauf que le problème, c'est que Total, comme d'autres, ils ont oublié de dire comment ils allaient y arriver. Et donc, c'est super, on va se retrouver en 2049 et ils vont dire, ah, mais en fait, finalement, on sera neutre en carbone en 2070, quoi. Donc, du coup, ils seront restés écolo jusqu'en 2049 et ils vont le redevenir à cet horizon-là. En fait, la neutralité carbone, si on veut atteindre la neutralité carbone, il faut arrêter tout nouvel investissement dans les énergies fossiles. Il faut fermer prématurément des puits et des mines qui utilisent du charbon, du pétrole et du gaz. Et c'est pas du tout ce qu'est en train de faire Total. Et le plus drôle, et alors là, ça fait hurler tout le monde, et d'ailleurs, c'est assez rigolo, mais donc Total Energy, sur les réseaux sociaux, c'est caché derrière les rapports du GIEC pour dire que le GIEC dit que en fait, dans le futur, il y aura un petit peu d'énergie fossile et donc on peut continuer. Bon, évidemment, les scientifiques du GIEC, ils ont vu ça, ils ont hurlé. Tous les gens qui ont ouvert un rapport du GIEC ou de l'Agence internationale de l'énergie ont hurlé. Mais c'est passé, quoi. Total dit, non, selon l'AIE... Ils se sont fait taxer. Il y a une tribune qui a été faite sur France Info, notamment par certains auteurs du GIEC, pour dire c'est pas du tout ce qu'il y a dans les rapports du GIEC et vous êtes en train de tordre le réel, quoi. Et voilà, donc ça, c'est hyper drôle. Et il y a un autre truc que font les pétroliers que j'aime beaucoup, c'est la neutralité carbone de leurs activités. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler des puits de pétrole d'ExxonMobil neutres en carbone dans le Texas. Alors, comment on fait un puits de pétrole neutre en carbone ? Très bonne question, merci de nous la reposer. C'est très simple. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on va dans notre bassin dans le Texas. On utilise, alors on dit qu'on va le faire, évidemment, ça n'existe pas aujourd'hui. On va utiliser des machines qui permettent d'extraire le pétrole, mais qui sont électriques. On va planter quelques arbres autour de notre puits de pétrole. Et surtout, on va oublier de compter les émissions de CO2 du pétrole. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle le scope 3. En gros, c'est tout ce qui est externe à l'entreprise, donc ce qui sort de l'entreprise, c'est le scope 3. Et donc le pétrole que vend Total à ses clients, ça fait partie de son scope 3. Et donc lui, il compte pas ces émissions-là. Il dit, non, c'est pas mes émissions, c'est les émissions des gens qui roulent avec leur voiture. Donc en gros, on arrive, je dis Total, tous les pétroliers font ça aujourd'hui. Et donc ExxonMobil dit, mon puits de pétrole, il est neutre en CO2 parce que quand je l'ai extrait, j'ai pas émis beaucoup de CO2 et j'en ai compensé une partie. Mais sauf que 95% des émissions de ce puits de pétrole, ça va être lié à l'utilisation du pétrole. Donc voilà, on se retrouve avec des aberrations comme du pétrole neutre en carbone, et une fois qu'on a créé ça, voilà, on est vraiment dans un monde complètement parallèle, quoi. Et je reviens juste un peu sur la partie label que tu mentionnais tout à l'heure. Au-delà des labels qui sont des labels un peu faux, même s'ils sont édités et créés avec le soutien de l'État, est-ce qu'il y a des labels qui sont beaucoup plus contraignants ? Est-ce qu'il y a vraiment des normes qui sont mises en place et qui doivent être respectées ? Et qu'est-ce qu'on risque ? Tu disais donc 2 ans de prison, mais est-ce qu'on a déjà des exemples ? Est-ce que ça a déjà été acté ? Qu'est-ce qui risque réellement les gens qui font du greenwashing à ce niveau ? Sur les faux labels, j'ai pas vraiment d'exemple de procès gagnants. Intermarché. Tu vois ? Intermarché qui a imité le label de pêche durable et qui s'est fait retoquer. Il a dû enlever. En fait, c'était pas du tout les mêmes exigences. Déjà que le label pêche durable n'est pas au top. Et ils avaient imité graphiquement, voilà. Et ils ont eu quoi ? Alors, je cherche. On va taper sur... Non, mais ils ont dû retirer les produits et le label. Alors après, est-ce qu'ils ont une sanction financière ? Je regarde. Voilà, c'est ça le problème principal, c'est que la régulation en amont est influencée très largement par les lobbies industriels. Il n'y a pas besoin d'être très informé pour constater que, par exemple, le lobby agroalimentaire a une assez forte influence sur les gouvernants successifs, pas seulement le gouvernement actuel. Donc, la réglementation en amont est déjà le reflet de propositions de loi ou d'amendements qui émanent des lobbyistes. On a aussi un second problème, c'est que la régulation arrive assez tard, une fois qu'on s'est rendu compte des impacts socio-environnementaux. Par exemple, on parle beaucoup des résidus de pesticides dans l'eau potable. Effectivement, si l'agence qui est chargée de contrôler le taux de telle ou telle substance ne cherche pas cette substance, on n'a pas les résultats sur la présence de cette substance. Si tout à coup on relève les taux acceptables de cette substance, l'eau devient conforme, etc.
Donc, les problèmes arrivent toujours après la mise sur le marché, etc. C'est difficile aussi d'identifier la source parce que, vu le nombre de molécules, quelles qu'elles soient, qui sont sur le marché, les interactions possibles, c'est très compliqué d'identifier une causalité positive forte. Et c'est d'ailleurs un des arguments qui a été utilisé et qui est toujours utilisé par des industries polluantes ou empoisonnantes. Ce sont des maladies multifactorielles. Donc pourquoi le coca serait responsable de ça? Sont des maladies multifactorielles. Pouvez-vous prouver que mon pesticide est responsable de ça, etc. Et puis, ils produisent tout un tas d'études qui apportent un petit peu plus de doutes. Et puis, évidemment, les moyens qui sont mis dans la recherche indépendante au service de la santé publique et les recherches qui sont effectuées par les différentes industries ne sont pas du tout les mêmes. Donc, la régulation en amont est influencée par les industries. En aval, elle a du retard et ne peut pas être à la hauteur des enjeux puisque les moyens publics sont pas là. Et derrière, en plus, on a un gros problème d'application même de ce minimum, ce petit minimum légal qui arrive tout dilué. Exemple, avec l'étiquette CO2 qui doit être affichée depuis le 1er mars 2022, donc il y a un peu plus d'un an, sur les publicités automobiles. C'est quand même l'équivalent de manger 5 fruits et légumes par jour sur des pubs Burger King, quoi. On a une étiquette CO2 qui dit ce Monster Truck, ce Hummer électrique émet 600 grammes de CO2 par kilomètre. Voilà, vous avez cette petite étiquette. Et en fait, moi, je me rends compte qu'il y a encore des annonceurs automobiles qui ne mettent même pas cette étiquette. Or, depuis presque un an maintenant, normalement, c'est 100 000 € d'amende. Mais personne n'est là pour appliquer les lois, les règlements et les sanctions. Donc la loi, déjà, elle est diluée en amont. Et en plus, le petit minimum légal qui arrive à la fin n'est pas appliqué. Donc, quand on me parle d'état de droit, moi j'ai envie de dire état de droit des affaires. C'est ça le système dans lequel on est. Non mais véritablement. Hein. Et il faut en être conscient. Tu as trouvé la réponse? Non, mais je rebondis sur quels sont les risques encourus, est-ce qu'il y a une amende et tout ça. Et je voudrais dire qu'il y a aussi quelque chose de très important pour les entreprises, c'est le risque de réputation. Et en cela, je salue le travail de Valentin, mais aussi de Lou, et un petit peu du mien aussi, donc je m'auto-salue. Bon. Non, mais de tous ceux qui, sur les réseaux sociaux, pointent ces pratiques. Parce que en fait, à part certains journaux spécialisés, ce n'est pas un enjeu qui a été pris en main par les médias, par la presse. Alors pour de multiples raisons, je ne jette absolument pas la pierre sur mes collègues et ex-collègues, mais notamment parce qu'il y a de la publicité dans les médias et c'est pas le cas de Vert, bien sûr. Mais voilà, c'est quand même étonnant de voir à quel point le débunkage du greenwashing a été initié sur les réseaux sociaux et n'est quasiment que sur les réseaux sociaux. Ouais, c'est hyper intéressant. Alors justement, j'ai oublié d'en parler et je pense que ça fait écho à ce que tu viens de dire. Donc, il y a un collectif qui s'appelle Pour un réveil écologique, que vous connaissez peut-être. C'est des étudiants et anciens étudiants qui sont fait un peu de spécialité de repérer le greenwashing. Ils ont fait un calendrier de l'avant du greenwashing. Enfin, ils font ça tous les ans, c'est très très drôle. Et depuis un an, à chaque anniversaire de Vert, on les invite et on fait une compétition des kings du greenwashing. Et là, cette année, on a invité tous nos lectrices et lecteurs à voter pour le meilleur greenwashing de l'année. Et qui a gagné? Total Energy, qui se cache derrière les rapports du GIEC, mais de très 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 loin. Loin devant, il y avait quoi? Il y avait la Coupe du Monde au Qatar qui est neutre en CO2, etc. Il y avait d'autres trucs un peu marrants comme ça. Et donc on a fait un couronnement, quoi. On a fait une petite couronne verte et puis on a couronné Total. Et là on a lancé une nouvelle initiative justement avec Valentin pour un réveil écologique et d'autres, avec Alain Greenwashing et d'autres. Ça, tu peux peut-être nous en parler? Oui, parce que toi aussi. Ouais, en fait, on s'est regroupés parce que, effectivement, comme je disais, sur le plan légal, c'est assez compliqué de se battre. Il ne reste que ce risque réputationnel
sur lequel vous et moi, on peut se battre en publiant des contre-publicités ou disons en essayant de dire bah non, c'est pas vrai ce que vous dites, vos allégations sont trompeuses, voilà la vérité. Et donc, on essaye d'exposer comme ça les plus gros mensonges ou les plus grosses, disons, manipulations. Et on a lancé donc avec Vert Ratio Climat pour un éveil écologique et l'Igloo principalement sur les réseaux sociaux, donc LinkedIn, Instagram, etc. Le panthéon du greenwashing aux grands trompeurs, la patrie pas reconnaissante. Donc en fait, chaque mois, on va sélectionner 3 communications particulièrement désagréables à recevoir. Donc voilà, on nomme 3 organisations. On va peut-être ouvrir ça à d'autres organisations, peut-être politiques le mois prochain. Mais donc vous pouvez voter pour votre pire préféré. Voilà. Ouais. Et vous nous faites voter, c'est ça? Voilà, et on fait voter et on va essayer d'accrocher ça quelque part, a priori, donc dans le web, pour que ça reste. Mais d'ailleurs, si tu le fais tous les mois, tu peux faire un calendrier après. Ah bah après, ça se dérive en produits dérivés, on peut s'enrichir même avec... Un bon business plan. Et juste, pour revenir là-dessus, vous dites que donc ça reste très intra-réseaux sociaux, ces annonces. Donc ça veut dire qu'on est un peu quand même dans notre bulle. Est-ce que le consommateur a une responsabilité dans ce greenwashing? Comment est-ce qu'il peut se former pour mieux le débunker au-delà des réseaux sociaux? Rapidement, je voudrais dire que c'est quand même très difficile, à part d'avoir un produit complètement habillé vert, mais c'est quand même très difficile pour le consommateur d'aller voir le vrai du faux dans tout ça. Et donc, c'est particulièrement dégueulasse, je trouve, de la part des marques. Et c'est quelque chose qui se retrouve aussi au niveau supérieur, dont on n'a pas encore parlé, qui est le reporting extra-financier des grandes entreprises, qui, elles, racontent n'importe quoi, effectivement. Mais là... personne ne peut le faire à moins d'y consacrer des jours et des jours. Et je voulais juste citer 2 ONG qui s'appellent Carbon Watch. Alors, attendez. C'est le New Climate Institute et l'ONG Carbon Market Watch qui ont analysé récemment les rapports annuels de 24 multinationales et qui disent grosso modo, donc, les stratégies climatiques de la plupart des entreprises sont embourbées par des engagements ambigus, des plans de compensation qui manquent de crédibilité et des exclusions de périmètre d'émissions. Donc, il a fallu 2 ONG qui ont passé des heures carrées pour analyser tout ça, dire que on n'était pas du tout dans les clous. Et ça, il faut vraiment le dire, quoi, que c'est pas du tout à la portée de tout un chacun. Et encore une fois, c'est plus pris en charge par les ONG que par les journalistes. Alors, il y a un remède au greenwashing, c'est l'éducation, quoi. En fait, il faut absolument que je dis nous, les transmetteurs d'informations, qu'on ait des ateliers ou qu'on dirige des journaux, mais le but, c'est de faire en sorte que les citoyens comprennent ce que c'est une tonne de CO2, ce que c'est 10 000 tonnes de CO2, ça veut dire quoi la neutralité carbone, qu'est-ce qui est vert et qu'est-ce qui l'est pas. Et ça, c'est vraiment un des combats qu'on porte à Vert. On a lancé une série de posters sur les ordres de grandeur, sur tout un tas de sujets liés à l'écologie. Le premier sur les gaz à effet de serre. Et donc, l'idée, c'est que sur un seul poster, on voit ce que c'est une tonne de CO2 versus 10 milliards de tonnes. Donc, en gros, les émissions d'un être humain quelque part sur Terre et les émissions de la Chine. Et comme ça, on voit ce qui est petit, ce qui est gros. Et quand on comprend ce qui est petit, ce qui est gros, quand on comprend quels sont les défis, en fait, de combien doivent réduire nos émissions, quels sont les principaux moteurs de la crise, et c'est beaucoup plus difficile de se faire berner par du greenwashing. Et on est capable de décrypter des discours comme celui de Total Energy où on dit, ok, on dirait que je fais une conférence sur Total Energy. Il faudra peut-être faire ça un jour. Mais voilà, on est capable de dire que non, c'est pas possible de compenser des émissions en plantant un arbre parce que c'est pas le bon ordre de grandeur. C'est pas ça qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, c'est réduire. Et une fois qu'on a réduit au maximum, là, on peut commencer à essayer de compenser des choses, quoi. Mais bon, c'est le rôle des médias d'outiller. Et le gros problème, c'est que la plupart de mes confrères et consoeurs dans ce métier, malheureusement, ne sont pas eux-mêmes outillés. Et donc, nous, on fait beaucoup de formations dans des médias. On forme des journalistes, y compris et surtout des journalistes économie, des journalistes sportifs, des journalistes culture, des journalistes qui ne sont pas spécialistes de ces sujets parce que c'est eux aussi qui se laissent berner par le greenwashing des entreprises et qui ensuite vont se faire le relais de ce greenwashing-là. Donc, heureusement, j'ai l'impression d'en voir de moins en moins.
mais des articles dans des grands quotidiens nationaux qui font la pub de l'avion vert de Total Energy et de Airbus. Parce qu'il y a en fait, on ne sait pas combien de pourcents, mais il y a un peu d'agrocarburant dans le mélange, mais on ne sait pas combien. Et finalement, ça devient l'avion qui vole à l'huile de friture, trop green et tout. Bah, en fait, c'est pas possible, quoi. Voilà. Oui, pardon. Oui, sur le gros problème, pour la masse, quoi, c'est le temps. Ouais. Je pense qu'on est sur des sujets qui sont d'une complexité incroyable, et donc pour absorber la quantité d'informations nécessaires avant de comprendre un petit peu quoi que ce soit, il faut énormément de temps, et hélas, c'est la chose la plus chère dans notre vie quotidienne. Donc ça, c'est le premier obstacle. Ce que je disais aussi tout à l'heure, c'est que derrière la quantité de messages qu'on reçoit, y compris malgré nous, dans la tête en permanence, font que ça aussi, c'est très compliqué, parce que même si on se forme et qu'on essaye d'apprendre des choses, on reçoit des informations contradictoires en permanence. En permanence, on est bombardé de ça. Il y a aussi de l'espoir qui va se créer, parce que c'est vrai que quand on fait une fresque du climat, par exemple, pour la première fois, on peut tomber de sa chaise et se dire « Non mais attends, la situation est aussi grave que ça ». Et donc, c'est normal aussi de vouloir s'agripper à des formes d'espoir. Et donc ça passe par le technosolutionnisme, quoi. On dit, mais si, mais regarde, là, il y a les avions verts qui arrivent, etc. Enfin, il y a des nouvelles technologies. Et ça, c'est normal, c'est humain. On n'a pas envie de se dire, mais en fait, ce qu'on nous demande, c'est impossible. Il faut absolument changer notre mode de vie totalement. Et hélas, si. Et donc, il y a cet obstacle-là. Et même une fois qu'on est arrivé à un niveau d'information correct, l'autre problème, c'est qu'on est bloqué par l'offre. Les investissements qui sont faits dans les infrastructures, notamment énergétiques, hélas, on est verrouillé dedans pendant des décennies. Donc les choix qui ont été faits il y a 20 ans, 10 ans, 50 ans même, on est encore verrouillé dedans. Donc même si on veut, par exemple, je sais pas, mettre une pompe à chaleur dans son immeuble, il faut discuter avec les voisins, avec le conseil syndical, et voir si c'est possible physiquement aussi. C'est pas possible partout. Pour des raisons d'amortissement, ce sera peut-être plus intéressant de garder son... Enfin, bref, il y a énormément d'obstacles, donc c'est une grosse bataille, mais ce qui est sûr, c'est que si le niveau d'information générale, par tout un tas de canaux, ne monte pas, on va continuer à verdir la trajectoire dans laquelle on est, qui est une trajectoire d'autodestruction. On est au-delà du greenwashing, là vraiment, on est en train de verdir une trajectoire d'autodestruction. Ça, il faut le dire clairement. Tu vois, on parle beaucoup des grosses entreprises, on a parlé de Total, on a parlé des constructeurs automobiles, on a parlé de mobilité, d'alimentation, d'Intermarché, mais j'ai l'impression que les consommateurs sont relativement sensibilisés sur ces gros sujets. En revanche, ils sont beaucoup plus à même de croire des allégations qui viennent de petites boîtes. On n'en a pas trop parlé. Est-ce qu'il y a une différence de niveau entre le greenwashing des petites boîtes et des grandes boîtes ? Ça, je rebondis, parce que sinon je vais perdre l'idée. Dans les pratiques les plus sournoises utilisées par les industries, il y a le phénomène de payer des influenceurs au lieu de faire des publicités, parce que c'est des publicités à la première personne avec des gens en qui on a plus confiance, parce qu'ils sont dans un storytelling personnel, incarné, etc. Ils racontent des trucs, on s'identifie, machin, donc c'est beaucoup plus pernicieux, mais il y a des stratégies de grandes, moyennes, petites entreprises qui consistent à payer des influenceurs pour faire de la publicité. J'en ai une qui me vient en tête comme ça, une marque qui se dit éco-responsable, parce qu'elle fait des maillots en plastique recyclé, pourquoi pas. Et il y a un shooting avec des influenceuses dans ces maillots en plastique recyclé, pourquoi pas. Mais c'est à Essaouira. Elles y sont allées en avion. Il y en a une qui vient de Nouvelle-Calédonie, par exemple, juste pour un shooting. Alors, il y a eu un ramassage de déchets plastiques sur la plage, qui n'est pas sur la photo. Les photos, on dirait des photos de vacances entre copines. Mais voilà. Et donc, ouais, c'est une petite marque, ça ? On a le droit de donner le nom ici. Hein. Non, mais je vais pas m'attraquer. Mais voilà le gros décalage entre les efforts probablement très sincères qui sont faits par la marque pour réduire un petit peu l'impact environnemental des produits, mais une communication derrière, publicitaire, pour vendre les maillots, qui promeut un mode de vie qui est complètement à l'encontre des valeurs que prétend défendre la marque et qui annule
immédiatement et de très très loin l'effet positif d'acheter un maillot en plastique recyclé. Parce que Essaouira Paris, c'est bien une tonne de CO2, quoi. Mais ça, c'est tellement moins médiatisé qu'une activité de Total que c'est beaucoup plus difficile à savoir, à comprendre, à même se renseigner sur le sujet. Il y a beaucoup de petites boîtes sur lesquelles les informations ne sont pas du tout disponibles. Ouais, alors sur les petites boîtes, elles sont moins scrutées parce qu'elles ont moins d'impact en fait. Donc finalement, que le boulanger du coin, ils vous disent que sa baguette, elle a fait que X kilomètres, alors que, enfin tu vois, les enjeux sont pas du tout les mêmes en fait. Ils ont pas les mêmes accès en termes de canaux d'information, ils ont pas les mêmes accès en termes de marché. Donc c'est clair qu'à terme, le greenwashing, faut qu'il cesse sous toutes ses formes. Mais pour l'instant, ce qui est vraiment embêtant, c'est quand une grosse entreprise ment. Pour essayer de reprendre un petit peu là, donc on a parlé des produits et des services, on a parlé des entreprises dans leur reporting extra-financier. Moi, je voudrais parler encore d'un autre niveau qui est celui, alors vraiment des très très grosses boîtes, à savoir les États. Et les États aussi ont une façon de communiquer qui est du greenwashing. Et je vais prendre pour exemple l'État français et certains ministres, quand on leur demande la réduction, quelle est la part est-ce que la France, diminue ses émissions de gaz à effet de serre, hein. Donc ils vont dire oui et ils ne vont parler que de ce qu'on appelle des émissions nationales ou territoriales, hein. Et en omettant de dire, ça c'est vraiment du greenwashing, que la moitié, ce qui compte, c'est pas les émissions territoriales, c'est l'empreinte globale, et que sur l'empreinte globale de la France, la moitié vient des importations. Donc faire semblant d'oublier ça, c'est du green picking, du greenwashing, du green je sais pas quoi, hein. Autre façon de faire du greenwashing, toujours à ce niveau, c'est de dire « Ah oui, mais la France ne représente que 1% des émissions ». Donc c'est de dire, ça aussi, c'est finalement se dédire et pourquoi faire des efforts puisqu'on est tout petit, et c'est se cacher, donc j'appelais ça tout à l'heure le green crowding, se cacher dans la foule. Voilà. Donc il faut faire attention et là encore, ce qui est terrible, c'est que nous, on est dans notre bulle, on est surinformé de tout ça, on détecte tout de suite ces mensonges par omission, mais la très grande majorité des gens croient à ça. Et donc c'est... Oui, je voulais rebondir sur ce que tu disais sur la parole gouvernementale. Donc là, on nous annonce avec fierté que on aurait réduit les émissions, et alors là, on parle des émissions nationales, non pas de l'empreinte carbone qui contient les importations, il me semble, en 2022, de 2,5%. Et le gouvernement s'auto-congratule de ça. Sauf que quand on creuse derrière, on voit que ce n'est pas du tout le résultat de l'action du gouvernement, c'est le résultat en fait des prix de l'énergie. Alors si on peut imputer une responsabilité au gouvernement, c'est toute la communication sur la sobriété. Mais bon, dans l'histoire, on voit que c'est surtout le prix qui obtient des résultats plutôt que la communication gouvernementale. Donc parce qu'il a fait un peu plus doux pendant l'hiver et parce que les prix de l'énergie et d'autres produits ont explosé, on a eu une baisse de la consommation, une baisse des émissions. Et 2,5% d'ailleurs, donc c'est pas le résultat de l'action gouvernementale, c'est conjoncturel. Et en plus, c'est pas suffisant. Parce que dans les objectifs qu'on s'est donnés, c'est plutôt moins 5% par an. Moins 5% d'émissions par an. Donc là, c'est la moitié, c'est pas le résultat du gouvernement, mais on est quand même là, ouais. Donc il y a un petit problème là-dessus. Pardon. Non, mais c'est très bien expliqué. En fait, mais ça revient au point que absolument personne ne comprend ce que c'est du CO2 déjà à la base, quoi. En fait, si on fait pas la pédagogie vraiment au début de ce que c'est la crise climatique, ok, c'est créé par les gaz à effet de serre, il y en a plusieurs, dont le CO2, machin. En fait, on peut raconter n'importe quoi, que ce soit les entreprises ou les politiques. Donc, je veux dire, qui sait aujourd'hui ce que c'est l'objectif français de baisse des émissions de gaz à effet de serre? Pourquoi il y a cet objectif-là? Un objectif pour quand? Du coup, c'est quoi par an? C'est quoi les secteurs sur lesquels il faut réduire? Donc, c'est clair vraiment, c'est ultra compliqué. Il y a un niveau de pédagogie où il faut quand même aller assez loin dans les sujets pour être capable de détecter que 2,5% en moins par an, en fait, c'est des changements juste conjoncturels et pas structurels. En fait, c'est pas assez. Même les objectifs qu'on n'arrive déjà pas à atteindre, ils sont pas suffisants pour réduire la crise climatique.
Donc en fait, bon, après c'est un peu désespérant de rentrer à ce niveau d'information, mais ce qu'il faut être capable de dire, c'est voilà, c'est dire très clairement quels sont les leviers qu'il faut vraiment activer. Et quand on a un gouvernement qui dit on va pas réduire le trafic aérien, on va faire des avions verts, on va pas réduire l'élevage bovin, on va, je sais même pas ce que c'est les arguments du gouvernement pour pas toucher à l'agriculture industrielle. Quand il dit en fait on va pas interdire les jets privés parce qu'il y a qu'une petite partie de la population qui les prend. Moi, je suis désolé, mais en fait, s'il y a une petite partie de la population qui a un comportement extrêmement problématique, il faut s'y attaquer quand même. Enfin, je veux dire, il y a d'autres comportements dans la société qui sont pratiqués par une minorité d'individus. S'ils sont dangereux socialement, on les arrête, quoi. Et donc, et ça va aussi avec le fait que la sobriété, elle est acceptable que si on a l'impression que tout le monde fait des efforts. Et voilà, en gros, il faut être capable de remettre l'église au milieu du village, de trouver des exemples parlants pour démystifier en fait, facilement des faux arguments qui soient politiques ou des entreprises, quoi. Avant que je vous laisse la parole et que vous puissiez poser vos questions, j'ai une dernière question, donc préparez-les, comme ça au moins vous serez prêts. Quelles seraient les alternatives du coup à cette communication ? Est-ce qu'on peut mettre en avant des produits et des services respectueux de l'environnement, ou est-ce qu'une entreprise qui fait des actions et des efforts doit être considérée comme une norme et pas comme quelque chose qui doit être marketable ? Pour moi, la seule alternative, c'est la régulation et c'est les sanctions. Voilà, bim. J'adore. Paf, Concret. Total Energy. C'est parce que t'es pressé du coup ? Non, mais en fait, ce qui est assez fou, c'est que personne ne se rend compte de l'ampleur, très peu de gens se rendent compte de l'ampleur des changements effectués. Quand on dit qu'il va falloir qu'on soit neutre en carbone au milieu du siècle, ça veut dire qu'il faut qu'on émette plus de CO2 qu'on soit pas capable de stocker par ailleurs. C'est juste complètement vertigineux, en fait. Aujourd'hui, c'est nos activités, en fait, on mesure la valeur d'une entreprise à sa croissance, quoi, à la valeur économique qu'elle va créer. Aujourd'hui, des dollars égale des émissions de gaz à effet de serre. Donc en fait, il faut juste qu'on change complètement la manière de comprendre la valeur d'une entreprise, qu'on arrête de dire que c'est en faisant du PIB qu'on va tous être mieux et qu'on va être plus content, et qu'on commence à avoir des indicateurs qui sont plus sur sa valeur sociale, sur comment elle est vraiment un moteur pour justement enrayer la crise climatique. Je veux dire, il n'y a personne aujourd'hui qui comprend vraiment ce que ça veut dire une économie qui fonctionne sans émettre de gaz à effet de serre. Et je veux dire, c'est juste un changement. Enfin, là, vraiment, il y a un imaginaire entier à créer. Les entreprises ont un rôle majeur à jouer parce que c'est elles qui sont les animatrices de ce secteur-là, de l'économie. Et donc voilà, clairement, quand quelqu'un fait de la pub sur le fait que son produit est un peu moins crade, c'est pas du tout au niveau de ce qu'il faut, quoi. Sur le besoin pour comprendre un petit peu, il y a Fabrice Bonifay qui disait ça l'autre jour. En fait, le défi, c'est d'ici 2050, pour simplifier au maximum, c'est de sortir des énergies fossiles. Vraiment, c'est ça le défi dans lequel on est entré. Donc là, on est en 2023, il reste 27 ans. C'est à la fois beaucoup et vraiment très court, mais c'est ça le défi. Donc en 27 ans, en 2050, il n'y a plus d'énergie fossile, ou vraiment une toute petite partie. Parce que quand on nous parle de neutralité carbone, c'est une partie des émissions de gaz à effet de serre qui peut être absorbée par les puits naturels que sont les forêts, pour faire simple, hein, et les sols aussi sont des gros puits de carbone, et l'océan. Sauf qu'on a un problème avec ces puits, c'est que leur capacité d'absorption est en train de diminuer du fait du changement climatique. Donc il ne faut pas compter sur les puits, en fait. Parce que l'océan, au bout d'un moment, il sature. Il est aussi fait de vie, de courants, etc., et d'équilibre qui font que il sera moins capable d'absorber du CO2 par rapport à avant. Et pareil pour les forêts, les écosystèmes. À partir du moment où vous avez un changement climatique brutal, vous savez bien ce que ça fait sur les arbres, sur les forêts, les incendies, on en parlait tout à l'heure. Donc on ne peut compter que très 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 résiduellement là-dessus, et il n'y a pas d'autre choix, sortir des fossiles, de la combustion fossile d'ici 2050. C'est ça que ça veut dire. Or, toute l'économie mondiale, y compris en France, parce qu'on a l'impression qu'avec le nucléaire, on est complètement indépendant du problème. C'est pas vrai. En France, on repose au moins aux 2/3 sur des énergies fossiles. Parce que les voitures, l'industrie, c'est du pétrole, du gaz, etc. Il y a encore du chauffage au fioul. Enfin bref. Donc, il faut sortir de cette dépendance-là. Et quand on parle de sobriété, c'est pas mettre le chauffage à 19. Déjà, ça, c'était dans le Code de l'énergie depuis 1974. On a attendu 50 ans pour l'appliquer et nous faire passer ça pour des mesures de guerre. Donc, ça veut dire, hélas,
se serrer très fort à la ceinture. C'est très désagréable à entendre, mais il va falloir se le dire, quoi, hélas. Donc, on promeut plus de produits en 2050. Ça n'existe Déjà- plus, en gros, le marketing. Déjà, les dépenses marketing... Promotionnel n'existe plus. Déjà, les dépenses marketing... Avant 2050, j'espère. Non, mais rappelons quand même que la Convention citoyenne pour le climat, qui a rassemblé 150 citoyens tirés au sort et qui, a priori, n'avaient pas du tout de connaissances et pas d'ambition écologique, mais enfin voilà, qui étaient pas du tout dans une bulle comme nous, ils ont quand même à la fin demandé, alors évidemment ça n'a pas été appliqué, mais d'arrêter la publicité au moins pour les produits liés aux énergies fossiles. Et après, de toute façon, la publicité, ça pousse à la surconsommation alors qu'il faut déconsommer. Est-ce que vous avez des questions? Attends, je t'amène le micro, comme ça tu seras enregistré. Bonjour, merci beaucoup. Moi j'ai une première question, c'est un sujet qui revient en entreprise, dans mon entreprise, ou de manière générale sur les communications. C'est un cas d'école, moi j'ai une réponse que j'apporte, mais ça m'intéresse d'avoir la vôtre. C'est ceux qui disent « oui mais c'est déjà ça ». Moi je réponds par rapport à ce qui devrait être fait. Donc je cite les objectifs et montre que ça n'y va pas. Je cite ce qui pourrait être fait en disant bah oui mais faire 1 quand on aurait pu faire 5, est-ce qu'il n'y a pas un souci? Mais voilà, quelle serait votre réponse aux gens qui disent oui mais c'est déjà ça, il faut quand même le féliciter? Quand tu dis c'est déjà ça, c'est quoi? Par exemple, trier les déchets ou c'est partie de l'activité? Par exemple, c'est des actions qui sont négligeables vis-à-vis des objectifs à atteindre, ou c'est une multinationale qui donne 40 000 € d'aide et qui l'affiche en très grand. 40 000 € vis-à-vis du chiffre d'affaires, c'est des choses comme ça. Alors moi, je vais répondre, c'est pire que tout, voilà. Parce que on fait croire qu'on règle le problème et donc on s'installe dans l'attentisme et c'est comme un nuage de poudre de perlimpinpin et ça dissimule l'urgence qui du coup devient de plus en plus urgence. Ouais, non, je trouve que c'est une bonne question, mais il faudrait voir le cas précis parce que je peux pas te répondre comme ça. En fait, il faut y aller, quoi. Il faut activer tous les leviers à la fois. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut à la fois faire pipi sous la douche et transformer radicalement la société. Il y a un continuum, ça dépend où on se situe dans ce continuum-là. Mais voilà, c'est clair qu'il faut absolument tout faire à la fois. Il y a des gens de bonne volonté dans des grands groupes qui sont convaincus qu'ils vont pouvoir les faire changer de l'intérieur et qu'en fait, un petit changement dans un groupe qui a un impact monstrueux, c'est déjà un gros changement. Et moi, je suis pas complètement contre cette logique. Mais oui, le but, c'est pas de s'en vanter, par contre. C'est que, voilà, tu vois... Oui, c'est ça. En fait, le problème, c'est de communiquer sur quelque chose qui est anecdotique. Si tu fais un truc de ouf et que tu communiques dessus, bah très bien. Si tu fais pas un truc de ouf, communique pas dessus. Pour répondre à ta question, faut déjà retourner la question, mais quel est l'objectif? Parce qu'on a défini le greenwashing de différentes manières. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut se dire, est-ce que la mesure qui est promue ou qui est avancée comme ça est pertinente et compatible avec les limites planétaires qu'on commence à bien connaître? Et on a parlé énormément de CO2, de gaz à effet de serre. Il faut faire très attention parce qu'on est entré dans la myopie du carbone, quoi, pour faire simple, où on se trouve braqué, et c'est naturel aussi parce que c'est quelque chose qui est mesurable. Et dans les entreprises, par des formations comptables et techniciennes, on s'occupe que de ce qui est mesurable. Donc le CO2, c'est simple, on peut mesurer des quantités à la sortie, etc. Mais il faut pas se contenter de ça. Alors évidemment, c'est quand même un énorme problème. Mais donc, pour répondre à ta question, se dire, mais en fait, quel est l'objectif? Et est-ce que déjà cet objectif est pertinent? Et est-ce qu'on arrive à l'échelle qui est demandée, au niveau qui est demandé? Si on n'y arrive pas, dans ce cas-là, on n'est pas pertinent dans la bataille, quoi. Et donc, moi, j'ai plutôt envie de pleurer et me dire, on n'est pas au niveau, quoi, plutôt que me féliciter. Et là, l'autre question, c'est, est-ce que c'est vraiment le minimum qu'on peut faire? Et le dernier truc, pardon, je ne plus s'arrête, c'est avant de parler de dépenses marketing et s'auto-glorifier, de trucs comme ça, je pense qu'il faut arrêter avec le fait que la RSE va changer le monde. Hein. Parce que tant que la RSE, c'est un département à côté et qu'on rajoute une petite couche de vernis vert sur l'existant, ça ne marche pas. Soit la RSE, ou disons la compréhension des enjeux planétaires est mise au cœur de la stratégie et du cœur de métier de l'entreprise, de l'activité principale de l'entreprise.
Et dans ce cas-là, on s'interroge sur comment on peut faire pour que ce soit viable, compatible. Soit il y a ça, soit il n'y a rien. Là, pour le coup, je vais être un petit peu binaire et un peu simpliste. Et ça sert à rien de faire de la communication sur les actions RSE avec la petite couche de peinture. Excusez-moi, juste, je pense que c'est un peu dommage de diminuer le rôle de la RSE actuelle. On fait ce qu'on peut faire, et vraiment, ça devrait être au cœur de la stratégie d'entreprise, et ça l'est de plus en plus. Mais il y a une courbe de progression, je pense, et vraiment, c'est progressif, quoi. On est un petit peu, ça marche enfin. Ouais. On est un petit peu à terme, je suis d'accord, et on arrive un petit peu au bout de ce qu'on devrait pouvoir faire, mais la RSE marche bien et elle se développe. Et il y a une RSE sociale, il y a une RSE énergétique, il faut le voir de différentes manières. Et les gens qui sont vraiment investis là-dedans le font bien, à mon sens, et ils sont quand même écoutés. Ils sont toujours proches de la direction, ils avancent. Enfin, ça reste quand même des projets qui sont très intéressants, même si c'est pas suffisant. Ok. Moi, je vais faire encore une réponse qui peut paraître radicale, désolée, mais on n'a plus le temps que ce soit progressif. Voilà, on n'a plus le temps. En fait, on n'est plus dans le mot transition ne va plus. Maintenant, c'est bascule qu'il faut faire. Donc, tous les efforts sont louables. Un voyage de 1000 km commence par un premier pas, et donc, mais on va pas dire ouais, j'ai fait un premier pas et communiquer là-dessus. Voilà, il faut tous s'y mettre et beaucoup plus vite. Et j'ai été ravie de participer à cette table ronde, mais je dois partir, donc je vous dis au revoir et merci beaucoup. Et donc, la parité qui était déjà pas tout à fait respectée vient de chuter. Merci. Alors, pour l'entreprise entre bonhommes. Non, mais je voulais vous raconter un truc en un mot. Tu disais qu'il ne faut pas se limiter au CO2, c'est très vrai. Alors aujourd'hui, je ne sais pas si vous connaissez la compensation biodiversité ou le nouveau concept de nature positive. Alors, c'est encore un célèbre pétrolier français dont je suis un peu là de prononcer le nom ce soir. Il est midi. Qui a un projet en Ouganda de pipeline géant entre l'Ouganda et la Tanzanie, donc qui va défoncer des espaces naturels protégés, et donc qui a promis de faire de la compensation biodiversité, tenez-vous bien, c'est-à-dire qu'on va tuer tous les animaux à un endroit, parce que de fait on va détruire leur habitat, mais on va favoriser des programmes de repopulation de gorilles ailleurs en Afrique, etc. Et je trouve qu'il n'y a rien de plus sordide que ça. C'est vraiment, imaginez que demain on fasse de la compensation population humaine, genre on rase un village, mais on va favoriser la natalité dans une autre région. Enfin, je trouve ça absolument sidérant. Et c'est pour montrer que, en fait, le greenwashing, il a absolument aucune limite. En fait, il est prêt aux contorsions les plus sordides de la logique, quoi. Bon, voilà. Et je crois il disait que le projet avait un impact biodiversité positif. Un impact positif net sur la biodiversité, ouais. Voilà. Donc on replante plus de rhinocéros qu'on en a défoncé avant. Voilà. Et donc ce pétrolier est venu parler de ça à la COP 15, le 15e sommet mondial de l'ONU sur la biodiversité au Canada. C'était très très sympa. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Allons-y. On a encore du temps, les gardiens du temps? Mais du coup, au-delà de informer, parce que je comprends que l'ampleur est immense, mais il faut vraiment se plonger dedans. C'est vraiment une démarche, je pense, qui au départ est personnelle plus que professionnelle de s'intéresser à ces sujets. Mais du coup, de fait, comment on fait pour motiver les entreprises au-delà de leur dire ça va vous rapporter du business d'être plus vert, comment on change de l'intérieur ces grosses entreprises, parce que on est tous, je pense, d'accord ici pour souligner le fait que ça doit partir d'elles. Et voilà, c'est la question. Alors, il y a plusieurs choses. Il y a la réglementation, mais on l'a dit aujourd'hui, elle est quand même extrêmement lacunaire. Il y a un truc qui est très efficace alors, je sais pas si on essaie de le faire, je sais pas si c'est mon rôle en tant que journaliste, mais c'est un peu ça qu'on fait aussi, c'est le name and shame. C'est en fait, les exposer sur des réseaux sociaux et notamment sur les réseaux sur lesquels ils recrutent. Et en fait, le pétrolier dont je parle beaucoup trop, il a des problèmes de recrutement aujourd'hui. Parce qu'il y a toute une partie des jeunes ingénieurs, donc c'est pas le grand public. C'est vrai que moi, j'en prends conscience en en parlant maintenant que le greenwashing, c'est pas du tout grand public, et peut-être que ça le sera jamais, malheureusement, parce que ça nécessite quand même de se prendre vachement la tête sur ce sujet-là. Mais par contre, les cadres dirigeants de ces boîtes, eux, ils ont ce niveau-là de compréhension des sujets, et c'est des gens qui aujourd'hui trouvent que bosser pour certains pétroliers, c'est de moins en moins cool. Et en fait, si je te dis ça, c'est parce que la meuf de Total Energy qui était au Canada, que j'ai rencontrée,
que j'ai interviewée, d'ailleurs c'était complètement lunaire comme interview, elle disait très transparente sur le fait que on a un vrai sujet qui est le recrutement. Et il faut qu'on montre aux gens que c'est pas si sale ce qu'on fait, quoi. Donc en fait, et je trouve ça fou qu'elle le dise comme ça naturellement. Elle l'a dit en plus pendant une table ronde, elle l'a pas dit juste à moi dans un couloir, quoi. Donc en fait, le name and shame et la réglementation, enfin le name and shame surtout, va faire que ces boîtes-là vont avoir de plus en plus de mal à recruter, que ça va être de moins en moins cool. Et si les cadres dirigeants, si en fait une génération aujourd'hui de cadres dirigeants en France veut plus travailler pour une boîte comme ça, elle va avoir de graves problèmes à l'avenir, quoi. Sur la partie changer le système de l'intérieur, moi honnêtement, j'y crois plus. Je n'y crois plus, surtout plus l'organisation est grande. Et ça rebondit aussi sur ta question, hein. Et encore une fois, moi je suis pas là pour dire aux individus, surtout ceux qui veulent qui veulent le plus faire changer les choses et le plus vite possible. Mais justement, ce que tu as pointé du doigt, c'est l'inertie du système et les forces contraires contre lesquelles on se bat. On ne peut pas aller plus vite que la musique dans ce genre d'organisation. Et c'est bien ça qui fait que ça ne marchera pas, changer de l'intérieur dans des grosses structures. D'autant que moi, je suis persuadé que la forme de la multinationale, c'est absolument pas durable. C'est impossible. La recette de la multinationale, c'est des produits, des services standardisés qui s'appliquent partout, quelles que soient les ressources locales, le mode de vie local, la culture locale. Ce n'est pas possible. Là, il faut se relocaliser et il y a forcément des choses qui vont descendre d'une échelle. Donc, sur les multinationales, moi, j'ai ma petite idée personnelle sur changer de l'intérieur, c'est pas possible. Plus le machin est gros, plus il a une inertie qui fait que ça ne changera pas en temps et en heure. Après, on a besoin aussi de ces grosses entreprises et il faut faire aussi ce qu'on peut pour les pousser le plus possible vers moins de dégâts. Mais je suis quand même assez sceptique sur la réussite du changement de l'intérieur. Après, il y a aussi une question fondamentale à se poser, c'est en fait à quoi sert cette entreprise? Est-ce que son activité est positive pour le monde? Moi, une boîte comme Coca, si elle met la clé sous la porte, je suis désolé pour tous les gens qui travaillent chez Coca et ça va impacter leur vie, mais est-ce que ça va pour le pire? Je suis pas certain. Est-ce qu'on a besoin de Coca? Je suis pas certain. Donc il faut aussi qu'on ait véritablement une bascule qui n'est pas que physique, qui n'est pas que technicienne, qui est métaphysique, qui est philosophique. Et il faut qu'on se remette en tête quels sont nos besoins fondamentaux. Il faut qu'on repart un petit peu de la pyramide de Maslow et quels sont nos besoins fondamentaux. Et l'autre question aussi, qu'on a un peu évoqué tout à l'heure, c'est vraiment la justice. La justice au sein de la société française et la justice entre le Nord et le Sud pour aller vite. S'il n'y a pas ça, mais ça n'a aucune chance de fonctionner, véritablement. Donc il faut repartir de ça. Et hélas, la manière dont fonctionnent les entreprises et le système économique et politique aussi aujourd'hui ne sont pas du tout focalisés sur les bons indicateurs, ou en tout cas, ils ne sont pas traversés par la philosophie qui permettrait cette bascule-là. Merci à tous les deux. Est-ce qu'on a une dernière question avant de clôturer ou pas? Allez. Parmi les besoins principaux, il y a celui de manger, je pense. Peut-être qu'il est l'heure. Non mais bonjour. Effectivement, enfin tous les constats qu'on a fait, je pense qu'on est globalement d'accord et sur la nécessité de changer. On parlait de l'État tout à l'heure. Les entreprises, on le voit, elles changent pas par elles-mêmes. Il y a la concurrence internationale. Et on parlait des entreprises françaises. Quels sont on parlait de leviers sur l'État, outre le vote, qui peuvent être utilisés selon vous pour influer justement sur les pouvoirs publics qui, selon moi, via la loi, la régulation, parce que les signals prix en fait marchent pas forcément, ou en tout cas sont pas donnés en temps en heure, quels peuvent être les leviers justement qu'on utilise? Que nous, citoyens, on peut utiliser, outre le vote, sur nos États et sur nos gouvernants? Oh là là, il y a un paquet de trucs. Comment faire fonctionner la démocratie? Il y a beaucoup de choses. Il y a quand même des ONG aujourd'hui qui font un travail incroyable pour essayer de mobiliser les citoyens, pour essayer de faire entendre à l'État des choses qu'ils doivent mettre en place. La presse, clairement, soutenez la presse indépendante, donnez tout votre argent à un média qui n'est pas sponsorisé par aucun groupe pétrolier ni autre. Non, mais c'est hyper important aussi de payer pour une information qui met ces sujets-là à la une. On a un peu trop pris l'habitude de ne pas payer pour l'information et il ne faut pas se plaindre ensuite d'avoir une information qui n'est pas au niveau sur ces sujets-là comme sur les autres. Et des médias indépendants qui ne sont pas financés par les entreprises vont pouvoir parler plus librement du greenwashing.
Il y a tous les corps intermédiaires qui ont été négligés par l'État pendant longtemps, mais qui sont hyper importants, les syndicats. Il y en a plein qui font leur aggiornamento écologique. C'était le cas de la CGT, qui s'est alliée avec Greenpeace pour fonder un collectif, etc. Donc non, il y a un paquet de leviers. Outre que le vote, c'est clair, la rue, les réseaux sociaux, les actions collectives. Ouais. Pardon, excuse-moi. Je vais prendre un exemple de stratégie de réussite pour influencer sur quelque chose qui est absolument scandaleux. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de la 5e retenue collinaire de la Clusaz. Oui, voilà. Je vais à la Clusaz ce soir, c'est très très bon. Voilà. Donc la Clusaz veut construire une 5e retenue collinaire pour fabriquer de la neige artificielle, puisque face au changement climatique, Laurent Wauquiez a dit que la région Auvergne-Rhône-Alpes allait devenir la première montagne durable du monde, donc en augmentant le taux d'enneigement artificiel, en passant à 70% d'enneigement artificiel. Donc on donne des subventions aux stations pour qu'ils s'équipent de plus de bassines et de plus de canons, etc. Alors c'est tout, elle vient pas de nulle part, elle est prélevée ou dans les lacs ou dans les nappes, en fond de vallée. Et donc il y a déjà 4 bassines sur place, je sais plus combien, ils sont à 35% d'enneigement artificiel. Et donc pour construire cette bassine, il faut raser un bois. Et il faut raser tout un tas d'espèces qui se trouvent sur ce plateau. Je crois qu'il y en a 80 qui ont été comptées. Or, dans le Code de l'environnement, il y a l'interdiction de destruction d'espèces protégées. Mais le préfet, il a dit on va faire une dérogation. Parce que c'est pour faire tourner l'économie du ski, quoi. Donc, il fait une dérogation. Les associations sur place, et c'est là où je voulais en venir, font une bataille juridique. C'est-à-dire qu'ils font un recours au tribunal administratif contre la dérogation du préfet pour voir s'il y a je sais plus si l'expression, c'est il faut qu'il y ait un impératif pour ce genre de dérogation. Et en même temps, pour bloquer, parce que souvent on se retrouve devant le fait accompli, pour bloquer les travaux, ils appellent ils attirent l'attention de la presse, l'opinion publique sur cette bataille-là. Et il y a aussi les petits jeunes, parce que c'est beaucoup de petits jeunes de Extinction Rébellion, qui viennent occuper le plateau pour empêcher un début de travaux, parce que c'est souvent la technique qui est utilisée. Et cette alliance des trois, des associations qui font la bataille juridique, l'opinion publique, avec les journalistes qui sont là, qui voient que c'est n'importe quoi, et un peu d'occupation, et qu'il n'y ait pas de la désobéissance civile, parce qu'en fait, si on ne sait pas encore si les travaux sont légaux, etc., c'est bien d'aller se promener dans les bois, quoi, d'aller faire des pique-niques. Et donc, sans ça, on ne sait pas si les travaux auraient commencé. Et ce que je voulais en venir aussi sur la réussite de ce qu'on peut faire, nous, en tant que citoyens, ces actions-là, et non, la conclusion, c'était de dire, ils ont fait un recours devant le tribunal administratif, et l'État, qui soutient son préfet, parce que le préfet est le représentant de l'État, a fait appel de la décision du tribunal qui a dit qu'il n'y avait pas véritablement d'impératif, et donc ils annulaient un petit peu la dérogation du préfet. Et c'est marrant parce que c'est le ministère de la Transition écologique qui a fait appel pour soutenir le préfet qui avait autorisé une destruction d'espèces protégées pour construire une 5e retenue collinaire pour faire plus d'enneigement artificiel. Donc vous voyez un petit peu où on en est. Et ça, sans la presse, on n'est pas au courant. Et sans les citoyens et les ONG comme France Nature Environnement, par exemple, qui font un énorme boulot juridique derrière, on ne peut pas empêcher ces trucs-là. Donc, il y a vraiment de quoi s'engager, et localement, partout vraiment sur le territoire. Et donc, il y a des gens qui veulent interdire les ZAD en ce moment. Moi, je pense que, hélas, la planète est devenue une zone à défendre et que chaque petit bout compte. Et donc, quand il y a des décisions comme ça qui sont des maladaptations ou qui n'avont que dans un intérêt économique et pas dans l'intérêt du futur, de la population locale, des espèces locales, il faut résister, quoi. Voilà. Merci beaucoup à tous les deux. Merci aussi à Juliette qui est déjà partie. L'interview était enregistrée. Vous pouvez la retrouver sur le site d'Ambition Transition. Vous pouvez aussi la retrouver sur la chaîne The Big Shift, le podcast. Et puis, je vous souhaite, si vous n'avez pas encore déjà déjeuné, un très bon appétit. Merci, bon appétit. C'est la fin de cet épisode de The Big Shift. J'espère qu'il vous a plu et que vous en avez retiré quelque chose pour votre vie quotidienne. C'est ça le plus important.
C'est beaucoup plus simple de parler du sujet sensible de l'environnement quand ses amis ou sa famille sont vraiment informés. Alors partagez le plus possible The Big Shift, ça aidera tout le monde. Et si vous avez des questions, des sujets que vous souhaitez qu'on aborde, des invités que vous voulez entendre, ou tout simplement que vous voulez qu'on discute de cet épisode, envoyez-moi un message sur LinkedIn. The Big Shift est produit par Echoes Studio. Si vous avez un projet audio, contactez-nous sur www.echoes.studio. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.